Déjà, bonne arrivée à ceux qui sont là. Bon, je pense que nous pouvons débuter hein, déjà à 15 participants, bon, même si nous avons été un peu en retard ce soir. Je me présente un peu rapidement. Moi, c'est qui? Je suis le fondateur de ITE. Je suis le président fondateur de ITE et aussi organisateur des événements et tout. Donc, ITE, c'est une communauté qui est née il y a de cela, je pense, 2 mois, hein, parce qu'on avait cessé nos activités pendant quelques temps là. Donc, il y a de cela 2 mois. Donc, la communauté, elle n'est pas là comme d'autres communautés, mais elle est là pour apporter aussi un ajout. Donc, qu'est-ce qui fait notre différence? C'est que nous démystifions ce qui est dans la tech. Bon, même un débutant qui suit nos mythes pourra comprendre et poser les questions qu'il faut pour pouvoir avancer si la personne veut maintenant continuer dans la tech ou soit débuter dans la tech. Donc, c'est un peu ça. Actuellement, nous avons plusieurs programmes et plusieurs projets qui arrivent. C'est parce que bon, on prend du temps pour s'organiser et tout. Donc, déjà, vous allez nous voir déjà dans beaucoup de choses. Ce soir, nous sommes là pour parler de project management, donc la gestion de projet. Donc, lorsque vous entendez, on a réalisé tel projet, que les développeurs, on parle beaucoup de développeurs, des designers, euh, des gens de l'administration réseau, tout ça. Il y a toujours un gestionnaire bon, celui qui gère les projets, le projet qui a été fait. Donc, c'est de cela que nous allons parler ce soir. Parfois, ce métier-là est négligé. Les gens pensent que ça n'existe pas, ce métier-là, mais ce métier existe bel et bien. Et nous avons ce soir, Monsieur Ulrich Koka, qui va bien nous expliquer euh, en quoi consiste ce métier et pourquoi est-il toujours important. Et pour ceux qui veulent débuter, quels sont les outils et comment s'y prendre pour être un project manager. Ok, donc euh, déjà, soyez attentifs et puis c'est tout. Hein. En tech, on apprend toujours de nouvelles choses chaque jour. Bonsoir, Monsieur Koka. J'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir Eric. Je vais très bien. Et toi-même? Ah, moi, je me porte bien. Je suis ravi de t'accueillir Parfait. ce soir. C'est un plaisir. D'accord. Bon, je te laisse la parole. Parfait. Bonsoir à tous. Nous sommes au nombre de 16. Euh, J'espère que vous allez beaucoup apprécier cette rencontre. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous convaincre de recruter un chef de projet, ni de devenir chef de projet, mais c'est de vous montrer un peu c'est quoi l'utilité d'un chef de projet dans une équipe. Donc, ça peut être une équipe agile, ça peut être une équipe IT, ça peut être une équipe en construction, donc toutes sortes d'équipes. C'est de pouvoir vous démontrer c'est quoi l'utilité, à quel moment il faut avoir un chef de projet et surtout aussi, bien sûr, comment devenir chef de projet parce que vous n'êtes pas sans savoir que on a tous pour vocation à un moment donné de notre carrière de devenir des responsables, en tout cas des leaders d'équipe, des directeurs, des managers. Donc, c'est toujours bien de se préparer dès le début, donc de faire un plan avec cette vision-là, notamment à travers des certifications, à travers des... Je vais en parler tout au long de la formation et puis on verra bien. Alors, la séance sera très interactive, donc je vous recommande vivement d'être présent, d'interagir avec nous. Sans plus tarder, je vais quand même me présenter. Donc, je me nomme Manu Dewaye Koka. Euh, je suis togolais, d'accord. Présentement, je suis au Canada, mais je suis togolais. J'ai fait le CIC, j'ai fait le master au CIC. J'ai fait également ma licence à l'IAI Togo, donc pour ceux qui connaissent. Et aussi, j'ai eu à travailler quand même pas mal d'années au Togo avant de voyager. J'ai travaillé dans le domaine bancaire, donc j'ai eu à faire quand même pas mal de missions pour le déploiement de solutions bancaires en Afrique de l'Ouest. Et à côté, j'ai eu à travailler quand même dans le domaine de la télécommunication au Canada ici. J'ai occupé des rôles de chef de projet, des rôles de Scrum Master, des rôles de développeur. J'ai commencé par le rôle de développeur. Et depuis 5 ans, je donne des formations donc pour l'obtention du PMP, du PSM1, du, de l'ITIL, euh, en tout cas toutes les certifications qui sont destinées à la gestion de projet. Moi, j'ai eu la chance, dès le départ, de m'intéresser
à la gestion de projet et aux pratiques agiles. Pourquoi? Parce que lorsque je faisais ma soutenance, en fait, lorsque je préparais ma soutenance pour l'obtention donc du master, j'ai eu à utiliser le cadre Scrum et j'ai eu la chance de constater les points positifs donc de ce cadre-là. Donc, ce qui fait que lorsque j'ai eu mon master en génie logiciel, bah, je me suis dit, OK, je vais continuer à m'intéresser à cela. Et bien sûr, cela s'est amélioré donc à travers des certifications, à travers des postes que j'ai occupés, des postes de chef de projet, de Scrum Master, de leader d'équipe. Et aujourd'hui, bah, je donne des formations, j'interviens dans des communautés de pratique, un peu comme l'IT Hub aujourd'hui. Mais j'interviens aussi dans d'autres communautés pour partager mes connaissances et aussi sensibiliser les uns et les autres sur la gestion de projet. Donc, vous avez accès à des codes QR pour ceux qui souhaitent donc se connecter à moi sur LinkedIn. Vous pouvez également voir mon profil sur Quizly. Et aussi, bah, si vous souhaitez, une chose que je n'ai pas dite, c'est que je suis également donc fondateur de eSoft Solutions. Donc, nous donnons des formations depuis 5 ans aujourd'hui. Donc, bah, si vous souhaitez voir la liste donc, de nos formations, bah, vous pouvez scanner le code QR à droite là, juste ici. Et puis, bah, vous aurez accès à la liste de nos formations. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, première des choses, je vais vous demander donc de scanner ce code QR. D'accord? Il y a quelques questions que je suis quand même curieux. J'aimerais savoir c'est quoi le profil de ceux qui sont connectés aujourd'hui. Et aussi, bah, bien sûr, il y aura quelques questions à la suite, donc vous aurez toujours besoin de ce lien. Donc, je vais peut-être mettre également le lien dans le chat. Voilà, pour ceux qui ne sont pas en mesure de scanner. Donc, je mets ça ici. Donc, vous pouvez juste cliquer sur ce lien et puis vous aurez accès au questionnaire. Parfait. Donc, première question. Alors, je vais revenir en arrière. Première question. Je veux savoir c'est quoi le rôle de ceux qui sont connectés, en fait. D'accord? Donc, si vous scannez le code QR, vous aurez une première question qui demande quel est votre rôle ou profil actuel. Donc, est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous travaillez au sein d'une entreprise en tant que chef de projet, en tant que développeur? Voilà, je suis curieux. Alors, est-ce que vous parvenez, faites-moi des pouces si vous parvenez à scanner. Parfait, je commence à recevoir des réponses ici. Je vais l'afficher à côté ici. OK. Il y a un employé de banque, étudiant en informatique, développeur. Ne Ouais, vous gênez pas, hein. ça, C'est-à-dire c'est bon. Il était ailleurs, que vous soyez étudiant, développeur. Je vois qu'il y a 11 personnes donc, qui ont scanné le code QR. Donc, je m'attends à 11 réponses et puis on va pouvoir commencer.
OK, étudiant en cybersécurité. Nous faisons, je vais peut-être en parler en fin de cette rencontre, nous faisons des webinaires sur l'informatique en général et la cybersécurité en particulier. Donc, peut-être que vous seriez intéressé. Parfait. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, vous êtes principalement des informaticiens. Je suis un informaticien aussi. Donc, on est entre nous. Donc, quand je prends par exemple le développeur, à un moment donné, le développeur, il faut qu'il devienne leader. OK, il faut qu'il devienne leader. Grâce, si tu ne parviens pas à scanner, tu peux juste cliquer sur le lien que j'ai envoyé ici, en fait, dans le chat. D'accord? Et puis, tu auras accès au questionnaire. Donc, je disais tantôt, à un moment donné, l'étudiant en informatique qui aura donc son travail va vouloir progresser vers des rôles de manager et qui sous-entend de gérer des équipes, de manager des équipes. Donc, le lien que je souhaite faire, c'est que les compétences d'un chef de projet sont utiles pour tout le monde. D'accord? Que vous soyez chef de projet, que vous soyez développeur, que vous soyez manager, que vous soyez directeur, que vous soyez sous-directeur, vous avez besoin des compétences d'un chef de projet. Et vous le verrez à la suite qu'un chef de projet, en tout cas, je ne vais pas vous spoiler, on va continuer et puis vous verrez c'est quoi le vrai rôle d'un chef de projet. D'accord? Donc, merci aux 8 personnes qui ont répondu. Nous allons continuer. Ne fermez pas les pages parce qu'il y a d'autres questions qui vont suivre, en fait. Parfait. On a combien de pourcents? 80. Depuis là. Alors, bon, il y a des remarques que nous faisons tous en tant que développeurs. Vous êtes pour la plupart des informaticiens ici. Il y a une remarque que nous faisons, c'est que il arrive que lorsqu'on travaille sur un projet, okay, pour livrer peut-être une application, ça peut être une application web, une application mobile, il arrive qu'on ait de bons développeurs, qu'on ait des personnes qui sont intelligentes, qu'on ait l'ensemble des rôles qu'on souhaite avoir, qu'on ait toutes les informations, mais qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas. D'accord? Qu'on a l'impression que les fonctionnalités demandées par le client ou les clients ne sont jamais acceptées. On a l'impression que les choses n'avancent pas. On a l'impression que le client il change d'avis tout le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Si oui, faites-moi des pouces. OK. Je vois que c'est arrivé à une personne, une deuxième personne. Parfait. Moi, c'est une remarque que j'ai eu à faire. Il peut arriver qu'on ait de très bonnes compétences, c'est-à-dire que les développeurs ils soient très compétents, qu'ils maîtrisent leurs outils, mais que le client ne soit jamais satisfait. Donc, quand c'est comme ça, bien sûr, on commence à accuser la technologie, on commence à chercher des raisons. Alors, on va prendre un cas, okay, un cas de figure. Supposons que demain matin, vous créez une start-up ou bien vous formez une équipe de développeurs pour travailler sur un produit. Donc, vous avez une très bonne idée, vous avez un client et vous avez du temps, okay? Vous avez du temps et de l'énergie. Et vous commencez à travailler. Et bien sûr, en développant, il y a besoin donc de prendre certaines décisions, à savoir quel langage utiliser, à savoir quelle architecture adopter, à savoir le client souhaite qu'on lui réalise une fonctionnalité, mais avec des critères d'acceptation qui sont, par exemple, je souhaite pouvoir me connecter à moins de 3 secondes. Qui est-ce qui prend les décisions? Qu'est-ce qui va prendre les décisions au sein de l'équipe lorsque vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous entendre? Donc, j'aimerais que vous retourniez sur
le lien et que vous mettez en un seul mot qui est-ce qui va prendre la décision lorsque vous devez choisir et que chacun a des propositions qui diffèrent. OK? Qu'est-ce qui va décider? Alors, vous êtes 5 développeurs, d'accord, comme affiché ici, 5 développeurs très talentueux. Donc, il n'y a pas de gestionnaire de projet, d'accord? Il y a un client, il y a 5 développeurs, vous avez une excellente idée, vous avez de l'énergie, de la compétence, et à un moment donné, il faut prendre des décisions. Qui va prendre ces décisions? OK, je vois gestionnaire de projet, je vois chef du projet, je vois chef projet. Alors, je rappelle encore que dans la liste, il n'y a pas de chef de projet. OK? Il y a 5 développeurs. Vous avez une excellente idée. Vous avez un premier client. Vous avez beaucoup d'énergie. OK? Dev senior. OK? Le client revient plusieurs fois. Le plus expérimenté. OK? Ça rejoint le dev senior. On prend encore 2 ou 3 réponses et puis on va pouvoir continuer. OK, je pense que on va pouvoir continuer. Parfait. Donc, bien sûr, le chef de projet revient plusieurs fois, mais j'ai lu, par exemple, le client, j'ai vu le dev senior, j'ai lu le plus expérimenté, j'ai lu celui à qui on l'a confié, ok, donc le leader d'équipe, s'il y en a. Parfait. Parfait. On va continuer. Donc, merci pour vos réponses. Alors, honnêtement, avec une équipe de 5 développeurs, un client, d'accord, et une idée claire, vous êtes en mesure de pouvoir prendre les décisions entre vous. D'accord? Vous êtes en mesure de pouvoir discuter entre vous, avoir un consensus. Chacun va donner ses arguments, bien sûr. Mais 5 personnes, vous êtes en mesure de pouvoir, et puis vous venez de commencer, vous avez une idée, beaucoup d'énergie et tout. Honnêtement, vous êtes en mesure de pouvoir gérer ça entre vous. D'accord? Il y a des façons de faire. On va voir ça en fin de cette présentation. Alors maintenant, vous commencez à travailler, d'accord? Vous commencez à travailler et le client étant satisfait, il commence à faire plein de demandes, d'accord? Il commence à souhaiter, en fait, il souhaite qu'on ajoute plein de fonctionnalités. En tant que start-up ou en tant que groupe, vous avez besoin de plus de personnes pour travailler, plus de développeurs. Les priorités commencent à changer parce que pendant que vous déployez, peut-être que le marché bouge. Donc, vous avez besoin de pouvoir, le client change de priorité le jour, et puis les urgences changent. Le retard, vous commencez à être en retard sur un certain nombre de choses. Il commence à y avoir des dépendances, c'est-à-dire que il y a des développeurs qui ne livrent pas vite, le test ne se fait pas vite, ou il commence à y avoir quand même des interdépendances qui font qu'il y a des travaux qui n'avancent pas vite. D'accord? Donc, j'aimerais savoir à travers des pouces, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu cette situation? C'est-à-dire que vous commencez sur une application, d'accord, à travailler sur un produit,
Au début, le client, il est satisfait, vous livrez bien. Le client étant content, commence à faire des demandes, d'accord? Il commence à bouger les lignes. Il souhaite qu'on ajoute plus de fonctionnalités. Les priorités commencent à changer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu cette situation? OK. OK. Landry l'a déjà vécu. Parfait. Il y a une seule personne qui l'a déjà vécu. Je m'attendais à plus, mais c'est correct. Donc, il faut savoir qu'en général, c'est des situations qui arrivent. D'accord? En général, c'est des situations qui arrivent, surtout dans des startups. Ça veut dire, vous lancez une startup, vous avez une belle idée, vous avez déjà des clients et vous avez deux, trois, quatre développeurs et vous commencez à travailler. Le client, écoute, il fait la demande et puis vous arrivez à satisfaire cette demande. Mais au même moment, ça peut être le même client ou d'autres personnes sont intéressées, vous devez les satisfaire. D'accord? Donc, vous avez d'un seul coup plusieurs clients et vous vous dites, bon, OK, on a du marché, il faut recruter. Donc, vous commencez à recruter d'autres développeurs et à un moment donné, chaque client commence à avoir des priorités, des spécifications, des choses qu'il faut, voilà, à quoi il faut répondre, il faut satisfaire tout le monde. Et à un moment donné, ça commence à être compliqué. D'accord? Ça commence à être compliqué. Et quand ça commence à être compliqué, c'est en ce sens que le rôle du chef de projet commence à prendre tout son sens. D'accord? Parce que sans avoir quelqu'un qui vous oriente, sans avoir quelqu'un qui essaie de coordonner toutes les compétences. Imaginez une équipe de 15 personnes qui travaillent sur un produit. Il y en a qui font le test, il y en a qui font l'analyse, il y en a qui sont en train de développer, il y en a qui doivent communiquer avec le client. Ça devient compliqué à gérer tout ça en termes de prise de décision, en termes de collaboration. Donc, c'est en ce sens que le rôle de chef de projet est, ce rôle-là devient intéressant. D'accord? Alors, souvent, on a l'impression que le chef de projet, il est là pour organiser des réunions sans fin. C'est-à-dire, il est là pour voilà, noter qui a terminé sa tâche dans un fichier Excel ou dans Jira. OK, il fait un suivi très minutieux et demande constamment où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avancez. Il est tout le temps en train de surveiller tout le monde pour que ça avance et tout. Et il est tout le temps en train de mettre de la pression. D'accord? Donc, souvent, quand c'est comme ça, les développeurs, ok, moi j'ai été développeur, donc les développeurs n'aiment pas cela. Parce que en tant que développeur, il peut arriver que vous travaillez sur une tâche pendant 2 jours sans que ça n'évolue. D'accord? Mais aux yeux d'une personne qui n'est pas développeur, il peut avoir l'impression que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas, que vous ne travaillez pas. Maintenant, imaginez quelqu'un qui est tout le temps en train de vous demander est-ce que les choses avancent, est-ce que ça bouge. Mais au même moment, vous êtes dans des rencontres en train de discuter de l'évolution, vous êtes dans des rencontres en train de faire des brainstorming ou peu importe. Voilà, ça devient agaçant d'avoir quelqu'un qui vous demande est-ce que les choses avancent ou non. D'accord? Donc, nous allons regarder de plus près c'est quoi son rôle au-delà de planifier des rencontres. Certes, le chef de projet va planifier des rencontres, mais son vrai rôle se trouve ailleurs. Alors, dans un projet, on a un objectif de projet, certes. Mais au-delà de l'objectif de projet, on a un commanditaire. Ça peut être le directeur, ça peut être... le commanditaire, c'est la personne qui investit, d'accord, qui alloue les ressources et qui donne donc l'autorité au chef de projet d'utiliser ces ressources-là pour le projet. Donc, bien sûr, c'est une partie prenante. Je donne les définitions en même temps pour ceux qui ne connaissent pas. Une partie prenante, c'est toute personne qui est impactée par les résultats du projet ou par la gestion du projet ou qui impacte le projet ou la gestion du projet. Donc, du moment où il y a une entité, ça peut être un individu, ça peut être une entreprise qui est en contact avec le projet, ça devient une partie prenante. Donc, vous avez le commanditaire qui est une partie prenante, vous avez les clients, vous avez les utilisateurs, vous avez les développeurs, les designers, les prestataires,
les partenaires, toutes ces personnes-là sont des parties prenantes et qui vont interagir dans un projet. Au même moment, vous avez les contraintes. Donc, contraintes en termes de temps, contraintes de budget, de périmètre, de qualité, de risque. Et vous devez, en tant que chef de projet, faciliter tout cela. Alors, quand j'utilise le terme faciliter, c'est-à-dire, vous prenez par exemple le périmètre. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, si le périmètre change, il y a un impact direct sur le budget. C'est-à-dire que si le client se met à faire plus de demandes ou diminue sa demande, il y a directement un impact sur le budget. Il y a directement aussi un impact sur le temps. Et il peut avoir de l'impact sur la qualité. Supposons que le périmètre augmente, mais qu'on ne souhaite pas rallonger le temps. D'accord? Il peut avoir un impact sur la qualité si le nombre de ressources n'augmente pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas plus de développeurs, par exemple. Parce que les développeurs seront obligés, à un moment donné, peut-être de travailler plus vite ou de diminuer le backlog. Attention de diminuer le périmètre. Attention, ne diminue pas le périmètre, ils vont devoir travailler beaucoup plus vite et ils risquent d'avoir un problème de qualité sur ce qui est livré à la fin. Maintenant, le chef de projet doit intervenir au centre de l'ensemble de ces paramètres. C'est-à-dire que c'est la personne qui va s'assurer de la collaboration de toute l'équipe, de la collaboration avec les parties prenantes, c'est-à-dire le commanditaire, le client, les utilisateurs et toutes ces personnes-là, et va s'assurer que le temps, le coût, le périmètre, la qualité, le risque et bien d'autres choses sont en corrélation et que les choses avancent bien. S'il y a de nouvelles informations donc, qui sont impactées durant la gestion de projet, on modifie la planification en fonction de l'ensemble de ces critères. D'accord? Et vous êtes d'accord avec moi que cela ne peut pas se faire sans l'intervention de quelqu'un qui coordonne tout ce travail-là. OK? S'il n'y a pas quelqu'un qui coordonne tout ce travail-là, vous risquez d'avoir une multitude de communications. C'est-à-dire que les clients peuvent communiquer entre eux, les utilisateurs peuvent communiquer entre eux et avec le client. Ça sera du chaos total. D'accord? S'il n'y a personne pour coordonner tout ça, ça sera du chaos total. Donc, imaginez un orchestre, c'est-à-dire s'il n'y a pas quelqu'un qui demande donc aux gens de jouer des notes à un moment donné, ça sera du n'importe quoi. Ça ne va plus ressembler à de la musique. Donc, c'est exactement pareil. OK? Et concrètement, dans une journée donc d'un chef de projet, vous pouvez avoir par exemple un client qui fait une demande urgente, d'accord, qui souhaite faire un changement urgent. Donc, si on prend ce cas bien précis, s'il n'y a pas un process de demande de changement qui a été rédigé en amont, et s'il n'y a pas, même si ça a été rédigé, s'il n'y a pas quelqu'un pour s'assurer que ce process-là soit suivi, il y aura un problème. Il y aura un problème dans le sens où le client peut aller directement demander à un développeur, fais-moi ceci. Et le développeur peut prendre juste la demande et réaliser la demande sans informer personne. Et à la fin, on va se retrouver donc à travailler sur des choses qui ne sont même pas prioritaires. D'accord? Donc, ça, par exemple, c'est une chose sur laquelle le chef de projet peut intervenir dans une journée normale de travail. Donc, vous avez la clarification au niveau des priorités. Donc, un client ou un utilisateur qui demande quelque chose, est-ce que c'est vraiment prioritaire? Il faut qu'il justifie cela. Il faut que le chef de projet arrive à déterminer donc si c'est prioritaire ou non. Bien sûr, dans certaines équipes, nous allons le voir également vers la fin, dans certaines équipes, il y a des rôles, comme des rôles de responsable de produit, qui peuvent aider donc le chef de projet dans ce sens-là. D'accord, à clarifier c'est quoi la priorité sur certaines demandes. Alors, en termes d'anticipation, vous avez des risques à identifier. D'accord? L'une des causes majeures donc d'échec au niveau des projets, c'est la mauvaise gestion des risques. Donc, s'il n'y a pas un chef de projet pour coordonner la gestion des risques, il peut avoir un problème. C'est-à-dire que vous allez beaucoup travailler, mais
vous allez rencontrer beaucoup de problèmes aussi durant le travail et qui risquent de vous empêcher donc d'atteindre les objectifs. Donc aussi, il faut quelqu'un pour faciliter les prises de décision, pour faciliter la gestion des conflits, pour aider l'équipe donc à travailler dans un environnement sain. Et c'est aussi le rôle du chef de projet. Ah, c'est bon. D'accord? Et concrètement, la mise en pratique consiste bien sûr à organiser des réunions, mais ces réunions ont pour but soit de clarifier des priorités, Ah, ok, soit d'accord. d'anticiper des risques, soit de prendre des décisions. Donc, c'est vraiment le but. D'accord? La Ouais. compétence du chef de projet, ce n'est pas de savoir C'est bon. organiser des rencontres, Bon, d'accord? ok, Mais ok, c'est de ok. savoir quelle est la finalité de ces rencontres-là. Est-ce que ce chef de projet sait aider l'équipe à prendre des décisions? Est-ce qu'il sait clarifier les choses? Est-ce qu'il sait parler à ces équipes-là? Est-ce qu'il a les compétences Bien interpersonnelles? sûr, c'est bon. Donc, toutes ces choses-là sont des compétences qui sont C'est pas mal. essentielles pour le chef Je t'ai de dit, je t'ai projet. dit, en tout cas. D'accord? Et pour faire tout cela, bien sûr, Bon, les dimanches, je pense que c'est le soir seulement. encore une fois, il peut utiliser des outils. Comme Donc, celui-là. ces outils-là lui permettront donc de fournir une vision Ouais, claire, ouais, ouais. de faciliter le partage d'informations et d'idées. D'accord? Moi, je les appelle les 5 super pouvoirs Ouais, du chef de ça projet. sera le soir. Ça, c'est Donc, bon. d'identifier et de Avec. résoudre rapidement les défis rencontrés. Donc, vous savez, dans un projet, il est plus facile de Lundi, faire ouais. des corrections en Ouais. début de projet En fait, que eux, de les ils sont faire à la aléatoires. fin du Ouais, je projet. pense que Les corrections qui sont effectuées en fin de c'est projet un peu. sont plus Mais le coûteuses. lundi, oui. D'accord? Ah, c'est bon. Donc, le chef de Ah, projet je pense que doit c'est bon. travailler Pour à le mardi, je pense anticiper que ces choses-là le plus tôt possible. c'est bien le lundi. Il doit aider toute Ouais. l'équipe à collaborer, donc à savoir Ah, les parties prenantes moi, je pense que le lundi. ainsi que les membres au sein de l'équipe. Donc aussi, il doit aider tout cet ensemble-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de contraintes, j'ai parlé de risques, j'ai parlé de qualité. Il doit aider donc l'équipe à garder le contrôle sur l'ensemble de ces choses-là. OK? Donc, c'est en ce moment que vous commencez à voir la réalité donc, du besoin en termes Ok, de d'accord. gestion de projet. Donc, s'il y en a parmi vous ici qui est intéressé par la gestion de projet, je vous encourage vivement, d'accord, même si vous n'êtes pas intéressé par la gestion de projet, mais si vous envisagez occuper des fonctions de manager, parce que tout ce que je viens de citer là, vous allez vous rendre compte que ce sont des compétences dont un manager a besoin, un directeur, un chef d'équipe, un leader. Toutes ces compétences-là, vous avez besoin de cela pour bien gérer vos équipes. Du moment où vous êtes chef d'équipe, d'accord, vous avez besoin de pouvoir communiquer facilement, résoudre les problèmes, réussir à montrer la vision, aider tout le monde à bien collaborer et surtout garder le contrôle sur les objectifs. D'accord? Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Je peux prendre 2 ou 3 questions et puis on va poursuivre. Vous pouvez lever la main ou ouvrir vos micros, hein. Parfait. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Alors, une fois qu'on parle de chef de projet, il faut pousser la réflexion plus loin. C'est-à-dire que avoir un chef de projet, cela ne suffit pas pour régler les problèmes de gestion au sein d'un projet. D'accord? Il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin. Et puis, si ce n'est pas bien géré, on peut avoir l'impression qu'avec le chef de projet, on a trop de réunions, on a trop de documents à faire, trop de documentation, on a plein de tableaux de suivi et bien sûr, les informaticiens peuvent avoir l'impression que cela vient ralentir la progression du travail. D'accord? Donc, en fonction des objectifs qui sont définis, il faut trouver le juste milieu. OK? Il faut trouver le juste milieu, le bon processus donc de livraison au sein donc, du projet. D'accord?
Si il n'y a pas de bureaucratie, ça peut être le chaos total. Si il y a trop de bureaucratie, ça peut être voilà, moins de vitesse et ça peut ralentir énormément le travail. Donc, il faut trouver en fonction du projet, en fonction du contexte de l'équipe, il faut trouver le cadre qui correspond donc à l'équipe. Okay? Donc, dans ce sens, il y a aujourd'hui plein de cycles de développement qui existent. Alors, je pense que vous les connaissez presque tous. Ils peuvent être scindés en deux catégories, voire trois catégories. Donc, aujourd'hui, on parle donc de cycle de vie. Au niveau de la gestion de projet, ils sont au nombre de trois. D'accord? Donc, on parle de cycle de vie adaptatif, cycle de vie agile et cycle de vie hybride, dans le sens où lorsqu'on a des pratiques agiles et des pratiques prédictives qui sont mis ensemble pour le besoin d'un seul projet. Alors, au niveau du cycle de développement en informatique, on peut prendre plusieurs formes. Donc, en termes d'approche. Nous avons ici, j'ai pris quelques exemples pour vous montrer. Donc, nous avons ici des approches prédictives et des approches adaptatives et itératives. D'accord? Donc, encore une fois, c'est bien d'avoir un chef de projet, mais c'est encore mieux d'avoir un cadre qui correspond au contexte de l'équipe. Parce que le chef de projet n'est qu'un élément de ce cadre-là en réalité. D'accord? Donc, ici, nous avons, en exemple, nous avons des cycles cascades. Des cycles cascades qui ressemblent à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez recueillir les besoins. Une fois que vous allez recueillir les besoins, vous allez passer à l'analyse. Quand on est à l'étape de l'analyse, on ne peut plus revenir en arrière. Okay? Une fois que vous finissez l'analyse et que vous passez à la conception, on ne peut plus revenir à l'analyse. Quand on finit la conception et qu'on passe à l'implantation, on ne peut plus revenir en arrière. Pareil lorsqu'on passe au test et à l'intégration. Donc, ça, c'est un exemple. Okay? Contrairement aux approches adaptatives et itératives, on a la possibilité de revenir indéfiniment. D'accord? Bien sûr, il y a une différence entre l'approche adaptative et l'approche itérative. D'accord? Quand on parle d'approche itérative, c'est qu'on met en place un système qui permet de revenir tout le temps sur le produit et de l'améliorer. Okay? Par contre, l'approche adaptative regroupe en réalité deux approches. Nous avons l'approche itérative et l'approche incrémentale. Donc, l'approche incrémentale qui vient s'ajouter à l'approche itérative en réalité. L'incrémental, là, ça signifie tout simplement qu'on ajoute de nouvelles fonctionnalités. OK? Donc, aussi simple que ça. Je ne vais pas pousser les définitions pour ne pas rendre cette présentation-là très complexe. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, nous avons ici quelques exemples. Nous avons les approches prédictives. Donc, nous avons quelques exemples ici, c'est-à-dire cycle en cascade, cycle en V. Je pense que ça vous parle en tant que vous êtes des développeurs ici aussi. Donc, cycle en Y et puis cycle en spirale. Ce n'est que quelques exemples. Au niveau des approches adaptatives et itératives, vous avez le prototypage, vous avez l'extreme programming, d'accord? Vous avez le Scrum qui est très connu, d'accord? Qui parmi vous ici connaissez le cadre Scrum? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le cadre Scrum? Ok, une seule personne. Ça me surprend quand même. Vous pouvez lever le pouce pour ceux qui connaissent le cadre Scrum. Ok. Donc, le cadre Scrum qui est très connu, qui est très utilisé, et vous avez le Lean également qui est une approche, bien sûr, qui vise à maximiser la valeur, à réduire les ressources et bien sûr à maximiser les résultats produits à travers ces ressources. D'accord? Donc, ceci dit, nous allons nous intéresser beaucoup plus donc, au cadre Scrum, parce que c'est vraiment un cadre qui est très utilisé. Donc, je voudrais prendre un peu de temps pour en parler. D'accord? Donc,
Le cadre Scrum, c'est un cadre qui est très adapté pour les développeurs. D'accord? Même si ça peut être utilisé dans tout type d'équipe, hein. Dans tout type d'équipe, on peut utiliser ce cadre-là. Mais c'est très adapté pour les développeurs parce que on est capable de revenir plusieurs fois sur le logiciel et l'améliorer. Contrairement à un bâtiment, quand vous faites la fondation je dirais, 20 étages, c'est difficile. Une fois les 20 étages complétés, c'est difficile de revenir et de dire, bon, OK, cette fois-ci, on souhaite 40 étages. Okay, vous risquez d'avoir des problèmes. Il faudra probablement détruire la fondation et reprendre. D'accord? Par contre, au niveau d'un logiciel, c'est facile tout à l'heure de changer de direction, de changer d'architecture. C'est beaucoup plus facile. Donc, ce qui fait que au niveau des logiciels, on peut très rapidement donc appliquer ce cadre-là. Alors, ce cadre est constitué de plusieurs éléments, à savoir, dans un premier temps, bien sûr, l'objectif de produit, le product goal. Il faut avoir un objectif de produit. Ensuite, cet objectif de produit permettra d'avoir l'objectif des sprints. Et vous avez plusieurs sprints. Donc, à chaque sprint, vous avez un objectif de sprint. Alors, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle le backlog de produits, qui est un ensemble de demandes effectuées par les utilisateurs ou les clients, donc qui est représenté ici. Donc, vous avez un ensemble de choses. OK, je souhaite pouvoir m'inscrire, je souhaite pouvoir vendre, je souhaite pouvoir consulter une catégorie